Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va parler musique avec Jean-Christophe Prince, JC pour les intimes. Bonjour. Bonjour Thibaut. Qui sort un objet rare dans sa carrière musicale, un nouvel album. On en parlera dans quelques minutes et qui est venu avec son fan club au grand complet. Hein. Voilà, exactement. Bon, on salue Milo qui est derrière et qui va suivre l'évolution de son papa au cours de cette émission. On parlera aussi bien-être et alimentation avec un professionnel de la diététique, Cédric Berthomier. Bonjour. Bonjour. On fera un focus sur l'importance du petit déjeuner, un moment qu'on néglige parfois et Cédric va nous rappeler pourquoi c'est important de bien déjeuner le matin. Et puis on va parler également de parapluie. Et ben ouais, c'est peut-être la première fois dans cette émission où je décide de parler de parapluie, un objet que deux Grenoblois ici présents veulent remettre au goût du jour. Benjamin Acuer et Philippe Larguez, bonjour à tous les deux. Bonjour Thibaut. Vous êtes les créateurs de la marque Brocante, une marque grenobloise. Ça fait une bonne dizaine d'années que vous sévissez dans le milieu de la mode, avec des produits assez spécifiques. Vous aviez lancé en 2008 une activité emblématique de la région autour du gant, la ganterie. On peut peut-être d'ailleurs commencer l'émission, Philippe, en faisant un peu d'histoire, parce qu'on est tous jeunes autour de ce plateau, donc on n'a pas vécu le 19e ou le 18e siècle. Moi non plus, on me l'a raconté. mais c'est vrai que Grenoble a une vraie histoire avec le gant. C'est vraiment un patrimoine culturel et artisanal que la ganterie sur Grenoble. Nous, ce qu'on a voulu faire lorsqu'on a lancé ce concept en 2008, c'était un peu de repartir de cette histoire, de cette culture du gant, mais de le travailler de façon un petit peu plus moderne, parce qu'on s'était rendu compte que ces 50 dernières années, il ne s'était pas passé grand-chose sur le gant, c'est toujours avec des couleurs assez monotones, noir, marron, et des matières plutôt classiques comme le cuir. Donc nous, on a un peu réinventé tout ça, et on est parti sur quelque chose de plus moderne, avec des matières moderne, notamment, plus seconde peau, et se servir du gant comme un canevas à notre expression artistique. Voilà, du coup, on a lancé une première ligne de gants très colorés, très décalés à l'époque. C'était un peu risqué dans un marché qui était assez conservateur. Puis bon, on est toujours là 12 ans après, quoi. Oui, si je parle de l'histoire avec le gant de Grenoble, c'est que ça a été considéré, la capitale des Alpes, comme capitale mondiale de la ganterie, notamment entre le Moyen-Âge, 17e, 18e siècle. C'était retombé énormément. Là, on voit des images de Jean Strasieri qui incarne, Benjamin, on peut dire la meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France, gantier, installé encore à Grenoble. C'est le dernier, je crois, de la tradition des gantiers grenoblois. Effectivement, c'est le dernier de la tradition. Voilà, c'est celui qui passe la main, on va dire, et voilà, qui travaille toujours le gant dans ce qu'il a de plus noble, c'est-à-dire le gant de chevreau. Enfin voilà, c'est des matières qui vont parler à ceux qui connaissaient vraiment la tradition du gant à Grenoble. Nous, on s'est inspiré forcément de ce travail-là, et puis on est venu sur des matières, on va dire, un peu plus modernes, sur de la microfibre, et puis voilà, on a utilisé le gant pour en faire ce que disait Philippe, un canevas d'expression artistique, et puis pour pouvoir rendre en fait au gant son rôle d'accessoire de mode et faire que voilà, à chaque sortie, on peut changer de gant pour pouvoir accessoiriser sa tenue. Alors vous avez joué sur les matières et puis aussi sur le design de ces gants avec une ligne directrice qui était la couleur. En tout cas, vos gants passent, on va dire, un peu moins inaperçus que ceux que peut faire Jean Strasieri dans sa boutique. C'est deux choses différentes, c'est deux façons d'interpréter le gant. Lui, il est sur des techniques de cuir, donc qui ne sont pas vraiment imprimables. Nous, on a vraiment besoin d'exprimer toute cette créativité, et ces matières-là sont des supports à de l'impression numérique. Voilà, c'est des techniques modernes de fabrication de gants. Mais Jean, on le connaît très bien, c'est notre papa à tous. Quand on a lancé ce concept au départ, c'est l'une des premières personnes qu'on est allé voir, justement pour avoir des conseils et pour un peu s'imprégner de toute cette tradition.
Voilà, nous, on essaye d'emboîter le pas. On n'a pas la prétention d'être artisan. On est plus un studio design et voilà, on est plus dans cet esprit graphique-là. Là, vous m'avez amené... relique. c'est un collector, hein, ça fait quoi Notre relique. 13 ans, c'est les premiers gants que vous avez designés. Voilà, les tout premiers gants qui ont été designés pour Brocante, voilà, sur un travail en fait sur les estampes japonaises. Donc voilà, on garde cette première paire précieusement et puis depuis, qui a pas trop mal vieilli, ouais, effectivement, qu'on pourrait même porter même dans le monde d'après. Ouais, on n'a pas l'impression qu'il y a plus d'une décennie entre aujourd'hui et la création de ces gants. Vous aussi, d'ailleurs, vous avez bien vieilli. Alors là, je trouve. On peut vous renvoyer le coup. Alors, bien vieilli, pas vieilli, je suis pas sûr. J'ai retrouvé quelques images de premier passage à Télé Grenoble en 2009. Alors ça, on est bien obligé de sortir les archives. Donc ça, c'est Philippe, super. Évidemment. Ouais, super. Et puis, vous étiez là tous les deux. Donc Benjamin, très, très sérieux. Il avait une coupe de premier de la classe. Ouais, mais c'est parce que là, depuis ces années-là, je pense qu'il y a quelques joueurs qui sont partis, donc la casquette devient adaptée, on va dire. Bon, à l'époque, c'était le début de votre aventure à Grenoble avec ces gants. C'était en 2009, ça. Ouais, c'était 2009. Ouais. Vous aviez 60 points de vente sur la France, c'était déjà pas mal, c'est ce que j'avais dit sur le plateau d'ailleurs. Vous en êtes où aujourd'hui au niveau distribution? On a la chance, malgré ce qu'on a traversé ces derniers mois, de pouvoir toujours compter sur environ 400 points de vente qui continuent à distribuer nos produits et qui nous poussent un peu chaque année à nous inventer, nous réinventer et puis à proposer des nouveautés, des nouveaux produits pour pouvoir toujours avoir un temps d'avance. Alors c'est un réseau de boutiques assez particulier. Vous choisissez quand même... Ouais, on est sur le côté humain, c'est-à-dire qu'on ne bosse pas avec des chaînes, on est toujours avec des boutiques plutôt de centre-ville, indépendantes, donc qui ont une offre multimarque. Et voilà, d'accessoires de mode ou de prêt-à-porter, éventuellement maroquinerie également. Et ces 400 points de vente sont vraiment répartis partout en France, mais même on a une 60aine de points de vente en Espagne, en Italie, en Belgique, voilà, un petit peu partout disséminés en Europe. Là, on voit des images de votre QG, rue Charelle à Grenoble, c'est en bordure du quartier Championnat, qui n'est pas un lieu de vente, mais qui est un lieu de création. C'est historiquement le quartier des gantiers, puisque juste derrière nous, il y avait les anciennes fabriques Perrin, il y a le parc qui s'appelle Valérian Perrin, c'est là où il y avait justement les entrepôts et les unités de fabrication de la ganterie Perrin. C'est volontaire de s'être installé là, voilà, c'est un retour aux sources aussi. Pour être baigné dans l'histoire de la ville, on est à Grenoble, il y a des montagnes, il y a du ski, vous faites aussi des déclinaisons pour aller skier avec vos gants ou pas? Vous savez qu'on va venir ici pour pouvoir avoir des nouvelles idées, donc parfait. Alors pour l'instant, on est vraiment focalisé sur l'accessoire de mode. Le problème, en fait, c'est que derrière, on peut se retrouver avec des réseaux de distribution qui sont vraiment hyper différents. Mais voilà, on sait qu'il y a des entreprises comme Gosport qui sont pas très loin d'ici. On pourrait, pourquoi pas, envisager une collaboration pour créer un produit pour de l'application sportive. Voilà, pourquoi pas. Bonne idée, merci. De rien. Je me souviens d'ailleurs qu'en 2009, j'en suis certain, j'ai les archives, je vous avais donné l'idée de décliner cette technique sur des parapluies. Ça a mis du temps à cheminer, hein, mais on a fini par vous écouter. C'est bien, il faut toujours écouter les plus anciens. Et donc, on attend par contre l'idée d'aujourd'hui pour préparer notre nouveauté dans 10 ans. Elle va venir. Je vais la chercher, je me laisse super. quelques minutes. Mais c'est vrai que c'est un peu la nouveauté pour Brocante, hein, d'installer ce concept sur un autre produit qu'on peut considérer un peu comme désuet en matière de mode. Hein. Le parapluie, c'est pas pas complètement le truc le plus tout à fait, fashion qui soit. Ouais, mais ça reste un bel accessoire. Comme le gant, c'est juste des accessoires qui ont été un petit peu oubliés ou qui passent en second plan derrière les sacs à main, les chaussures, etc. Mais c'est quand même un objet que normalement chacun a dans sa garde-robe. Et du coup, on a rebondi un peu après sur votre idée de départ, qui est de lancer des parapluies. On les voit là, vos parapluies, pareil, hein, dans un style très personnel, très... Un peu rétro-baroque, ouais. L'image de Brocante.
une gamme qui est nouvelle, mais qui est déjà bien étoffée. Oui, alors c'est une collaboration en fait qu'on a faite avec parce qu'on a toujours à cœur de bosser avec des entreprises régionales. Donc là, on s'est adressé à une entreprise d'Aurillac qui était capitale des parapluies, Aurillac. Donc ils ont un vrai savoir-faire, c'est la maison Pigagnol. Eux font la fabrication, nous on fait tout ce qui est le design et on commercialise dans notre réseau de distribution. Donc voilà, la première collection, elle est composée de 4 imprimés. Et là, on vient juste de voir, en fait, c'est un peu une exclue, c'est un modèle spécialement pour Grenoble. Ah, c'est vrai, on a la... Là, vous êtes les premiers à l'avoir vu. Alors, c'est spécial découverte pour... C'est breaking news. Non, mais c'est bien, il faut avoir des petites exclus comme ça. Ça, c'est là où vous fabriquez ces parapluies Made in Grenoble, à Aurillac, avec, pareil, une entreprise très traditionnelle. Hein. Je crois qu'elle a plus de 100 ans d'existence. 1884, la création. Il y a une petite dizaine d'années, ils sont passés, ils ont eu le label entreprise du patrimoine vivant. Donc voilà, pour nous, c'était vraiment génial de bosser avec eux parce que c'est avant tout une aventure créative. Pour nous, c'est des grands canevas sur lesquels on peut exprimer notre design. Parce qu'en effet, les gants, c'est un peu petit, ça ne se voit pas. Les étoiles, elles se portent toujours pliées. Là, vraiment, un parapluie, ça se déploie et vraiment, il y a toute la créativité qui s'exprime. Alors justement, j'en ai un là, on va le tester hein, Oui. en direct. On n'a pas fait de répétition, donc si ça ne s'ouvre pas, vous irez demander aux gens du Cantal pourquoi. Ah, bon, ça a bien marché. Il s'ouvre. Yes. Vous n'êtes pas superstitieux, non? Non, tout ça, non. Puis on a quelques fuites en plus dans le studio en ce moment, donc ça pourrait me servir. C'est des modèles plutôt à destination du public féminin. C'est non-genré. C'est non-genré. Non, c'est plutôt... Il y a un petit côté un petit rétro glamour. C'est vrai que ça plaît essentiellement à un public féminin. Après, j'en ouvre un autre. Oui. Ce que j'ose. On est là pour ça. Ouvrons les parapluies. Là, c'est toute une thématique sur Paris. Voilà, où on reprenait un peu les monuments parisiens, tout ça mélangé dans un style brocante, rétro. J'y sais, vous verriez sortir dans Grenoble avec un parapluie. Il faut s'habiller sobrement par contre. Ouais. Mais c'est pas féminin ou masculin, je sais pas. Nous, le parti pris, il faut que l'accessoire se voit et se revendique. Ouais. Là, ça se voit. Ah là, on peut dire que voilà, faut l'assumer. Là-dessus, c'est bon. C'est pas n'importe quel parapluie, hein, Benjamin. C'est les parapluies un peu élégants. Non, alors voilà, nous l'idée c'était, comme le nom de la marque l'indique, brocante, on fait toujours référence un peu au passé, enfin à une certaine idée de la culture française. Et pour nous, le vrai parapluie, le parapluie qu'on montre, c'est un parapluie canne. Les parapluies pliants, on va dire qu'on est plus dans l'idée du parapluie un peu jetable qu'on perd assez régulièrement. Là, on pense qu'avec un parapluie comme celui-ci, les clients vont faire attention à ne pas le perdre trop régulièrement. Non, puis on le remarque vite, quoi. Donc, voilà. Et, en tout cas, ils ont de la gueule, vos designs. C'est vous, comment on sent la tendance des coloris, des motifs qu'il faut mettre? C'est vous qui l'imposez ou vous essayez d'être... On impose ça à la mode et au milieu de la mode en général. Ça vient d'ici, c'est nous. Non, c'est avant tout un brocante, comme disait Benjamin. Ça dégage une certaine vision de la culture française. Après, on ne s'attache pas forcément trop aux tendances couleurs. On fait des choses qui nous plaisent, des assortiments de couleurs qui nous semblent pertinents. C'est un accessoire, c'est pas lié à la mode. On peut le réutiliser avec un manteau qu'on a acheté l'année dernière ou qu'on achètera dans 2 ans. Il faut que ça reste intemporel. Vous avez réussi quand même à en faire un objet pratiquement érotique. Hein. Quand je regarde vos photos de promo, on voit bien le parapluie, mais effectivement, il se porte léger. Ode à la féminité. Ah, mais complètement. Et voilà. Je ne sais pas si j'oserais me mettre dans cette tenue pour... Si peut-être pour la... Non, c'est vrai que c'est pas nécessaire. Le parapluie t'habille d'un rien. Un petit mot sur les tarifs, c'est des produits un peu haut de gamme, ce que vous faites? C'est des tarifs, on va dire, très compétitifs pour un parapluie qui est 100% français, c'est-à-dire qu'on va retrouver ces produits-là à partir de 119 € en prix public dans vos meilleures boutiques partout en France. Voilà, parapluie garanti. Et puis, il faut être conscient du fait que quand on achète
Ce produit type de chez de nous. parapluie, eh ben, on fait vivre des entreprises locales de notre région, donc Eh ben, c'est pas mal. c'est très bien, même, c'est très bien. Et on vous encourage pour la prochaine. J'ai trouvé les chapeaux melons. Tu sais, les chapeaux- on en voit plus beaucoup, les chapeaux melons. C'est assez désuet, ça. Ah, dans 10 ans Les noirs, Ah, dans 10 ans Tout imprimé. je sais pas, pourquoi pas. Je vous lance l'idée, on verra bien effectivement dans 10 ans. J'y sais jouer du piano avec les gants. Alors les gants en hiver, oui, parce que parfois ça nous arrive de faire des extérieur. concerts en extérieur. Je pense que ce serait plus intéressant pour les gens d'avoir un truc bien visuel comme ça peut être marrant. Ouais, puis Chapeau melon, je sais pas si je suis prêt. je pense que c'est des gants souples qui peuvent se prêter comme ça à jouer de la guitare ou du piano en extérieur. Je suis pas musicien, moi. J'ai Bon. du mal à. Faut laisser Ils ont l'air parler fins, les donc ça a l'air de le spécialistes. faire. Hein. Eh ben, Test. on a un musicien justement avec nous et on va maintenant parler musique. Alors, on devait parler musique, mais on a lancé la virgule bien nette, mais c'est pas très grave. Ça va, Milo, il tient le Je coup. pense que si on fait un break, Alors, on va parler bien-être dans ce cas-là avec Cédric, et puis on reviendra à la musique avec JC. Si tu veux aller l'emmener aux toilettes, si c'est ça la question, tu peux. Tu as je pense que je vais faire. quelques minutes. On va poursuivre donc dans un ordre différent, mais c'est pas grave. La virgule finalement était la bienvenue. Cédric, biodiététicien et chronobiologiste, j'insiste. Parce que c'est une spécialité maison, on va dire, de Cédric, qui est installé sur la région grenobloise et qui vient régulièrement nous donner quelques conseils pour une meilleure hygiène de vie. Et on va parler, Cédric, du petit déjeuner, qui est un moment important dans la journée, qui est parfois négligé. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de prendre le temps au petit déjeuner le matin. Ultra négligé, je déjeune pas. Enfin, je petit déjeune pas en fait. Je sais, c'est mal. Et moi, c'est complètement l'inverse. C'est Un cochon et non, pour moi, c'est le repas pratiquement le plus important de la journée. J'aime prendre mon temps le matin. Bon. Et je me lève spécialement plus tôt pour prendre un bon petit déjeuner. Bon, je Enfin, pense, bon. je sais pas encore ce que Cédric va dire, mais je pense que Benjamin est peut-être plus dans la bonne pratique que Philippe. Bah, pas forcément justement, parce que ce que je voulais dire, c'est que si on mange un petit déj, mais par exemple qu'il est mal composé, bah, c'est presque pire que tout. Et c'est vrai qu'en tant que diététicien, je suis allé dans des écoles, parce que avec mes deux filles aussi, et en discutant avec les institutrices, on peut directement voir en fait l'attention des enfants et s'ils ont bien mangé ou pas au petit déjeuner. Parce que c'est vrai que dès qu'on mange un petit déjeuner qui est mal composé, qui est principalement que du sucre rapide, donc l'exemple type serait par exemple des céréales soufflées au chocolat avec un lait écrémé, puis un jus de fruits qui ne serait pas un vrai jus de fruits, qui serait à base de jus de fruits ou de nectar. Et bien en fait, on a, comme on dit, du sucre en barre. Et c'est un peu problématique pour l'attention des enfants parce que le taux de sucre dans le sang monte très vite, mais aussi descend très vite. C'est quand il descend très vite que les enfants perdent complètement l'attention du professeur, de la maîtresse. Et du coup, moi, je dis clairement, c'est un vrai gâchis parce que pendant ce temps-là, l'enfant ne pense qu'à vouloir manger et absolument pas. Il n'écoute pas son professeur. Exactement. Mais là, je parle des petits-enfants. Mais pour les grands, au niveau qui iraient dans les plus grandes classes, même jusqu'à l'université, qui prendraient les petits déj complètement, même si eux, ils savent mieux se tenir, à se concentrer, eh ben, il y a quand même toujours une perte. Donc, pendant ces moments-là, c'est pas forcément, on n'est pas au meilleur pour imprimer ce qu'on doit apprendre. Donc voilà. Céréales soufflées le matin, Benjamin? J'ai passé l'âge. J'ai passé l'âge. Non, Sur oui, des choses un peu plus classiques, on va dire. Ce qu'on appelle les céréales soufflées, c'est on va dire toutes les céréales pour enfants. Exactement, qui sont ultra sucrés et qui sont souvent avec un packaging assez destiné aux enfants. C'est l'opposé de ce qu'on appelle le muesli. D'accord, le muesli, c'est vrai que c'est moins rêver les enfants, mais c'est quand même vraiment ce qu'il faudrait leur donner parce que c'est ce qu'il faut pour que leur cerveau fonctionne bien. Et en plus, si on va jusqu'au bout du principe, même dans le milieu carcéral, on peut voir que, là je dévie un peu du petit déjeuner, mais si on mange trop de sucre rapide, eh ben, il y a bien plus de rébellion en fait, dans les milieux carcéraux à ce niveau-là. Donc l'action du sucre rapide a une vraie action sur le cerveau et sur nos émotions et sur nos actions qu'on peut faire. Donc c'est hyper important. Donc c'est pour ça que ne pas prendre de petit-déj, c'est pas forcément un mal. Il faut aussi s'écouter. Parce qu'on fait que dire le petit déjeuner peut, on est tous uniques, le petit déjeuner est indispensable. Moi je dis si c'est pour manger n'importe quoi, je préfère que la personne n'en prenne pas plutôt que de prendre quelque chose qui est complètement inadapté. D'accord, donc vaut mieux pas petit déjeuner que mal petit déjeuner, mais il est quand même important. Et voilà. De bien Grosso modo c'est la règle. Grosso modo c'est la règle, mais après comme à chaque cas, on peut s'adapter.
Bon, il y a Milo qui réclame ses céréales soufflées. Mais les fruits, est-ce que c'est un bon aliment pour le petit déjeuner? C'est toujours un bon aliment, mais c'est pareil, c'est avoir la forme. Je disais, le mieux, c'est toujours un fruit entier ou en compote. Et c'est pareil, les jus de fruits, il y a un gros mythe sur beaucoup de marketing là-dessus. Et en fait, si on prend un jus de fruits, un nectar, ça, clairement, c'est pas la peine de le prendre. Après, c'est les quantités aussi. Souvent, les gens se disent j'ai un jus de fruits, donc c'est marqué 100% dessus, donc je vais en boire 2-3 verres par jour, mais ça fait trop. Parce qu'il faut savoir que, je suppose que vous ne savez pas, mais combien il faut d'oranges ou combien il faut de kilos d'oranges pour faire 1 litre de fruits. Ça, c'est un problème de maths. Un kilo. En sachant qu'une orange... Pour faire 1 litre de jus d'orange, combien est-ce qu'il faut de kilos d'orange? Je dirais... 5. Je dirais une dizaine, non? Ouais, non, enfin, il faut... Une dizaine? Non, quand même. Pas pour le jus d'orange, du moins. C'est vrai que je n'ai pas été très précis. Pour le jus d'orange, il faut entre 2 et 3 kilos. Et suivant les espèces... Ah, de kilos, moi je parlais d'oranges. Une dizaine d'oranges. Ah oui, non. 16, en gros. Ah la ouais. moyenne, c'est 16. Donc, en gros, entre 15 et 20. Et donc, en fait, il faut se dire que si on prend, admettons, 3 verres, ça fait quasiment plus d'1 demi-litre. Est-ce qu'en un repas, vous serez prêt, vous pourriez manger 8 oranges? Compliqué. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut le faire, oui. Mais voilà, c'est comme ça qu'il faut se dire aussi, voilà, jus d'orange, c'est très bien. C'est moins pire que du soda, bien évidemment, mais il ne faut pas aussi abuser. Enfin, le jus d'orange ou le jus de fruits, de manière générale, faire très attention à ne pas en prendre des tonnes. Le fruit entier, quand même, de manière générale. Et le petit déjeuner à l'anglaise avec omelette, du lard, etc. Clairement, c'est ce qui manque en France. En France, avec notre croissant beurre, confiture et café et jus d'orange, c'est vraiment pas l'idéal. Pour le coup, les anglo-saxons, si on peut dire, leur gastronomie du petit-déj est un peu meilleure. C'est vrai qu'en France, il manque beaucoup de protéines. Moi, du coup, je conseille effectivement un bout de fromage, ça peut être un bout de bacon, un bout de mortadelle, un bout de jambon. Moi, des fois, mes filles, elles mangent même de la brandade de morue le matin, parce qu'elles adorent ça à l'apéro. Donc, c'est vrai que, voilà, une part salée fait qu'en fait, vous allez avoir si vous mangez un sucre rapide, va être absorbé plus lentement et du coup, on aura moins cet effet-là, comme je vous ai dit, au niveau du cerveau. Voilà, le petit déjeuner idéal, selon Cédric Berthomier. Voilà, exactement. Des fruits, des céréales non transformées, on va dire plutôt flocons d'avoine. Plutôt flocons d'avoine, voilà. Ils font des choses maintenant très mélangées avec pas mal de couleurs pour les enfants. Voilà, faut y aller doucement. Hein. Si les enfants ont eu des céréales soufflées au chocolat, il ne faut pas les obliger d'un coup. On peut les mélanger, un petit coup de... C'est un peu violent. Ouais, c'est un peu violent, sinon vous allez les avoir dans le visage. Donc voilà, vous mettez un peu de céréales soufflées au chocolat et vous les mélangez avec un peu de muesli. Et voilà, on peut aller doucement comme ça. Mais c'est vrai, quand on voit ça, on se dit, c'est quand même très complet, il y a plein de couleurs. Et comme j'avais déjà dit la dernière fois, plus il y a de couleurs en général, mieux c'est au niveau globalement de l'équilibre. Bon, on limite le sucre. Thé ou café, lait, chocolat, qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, d'un point de vue purement diététique, parce que chacun a ses goûts personnels. Mais... Évidemment, voilà. Donc, moi, tisane, thé, café, toujours prendre des produits de qualité. Puis après, c'est pareil, le chocolat là, faire très attention pour les enfants, parce qu'on pense toujours que c'est une boisson très saine. Et en fait, il faut savoir que dans les chocolats en poudre, c'est la plupart du temps, vous avez entre 70 et 80% que de sucre, donc du sucre blanc à l'intérieur, et non du cacao. Pas de chocolat. Il y en a bien moins, en fait. En fait, il y en a un maximum 15-20%. On nous arnaquerait sur le chocolat en poudre. Voilà, effectivement. Donc, en fait, idéalement, il faudrait prendre du cacao et rajouter un peu de sucre. Ah oui, alors le cacao amer, le vrai. Le vrai, voilà. Et après, vous mettez un peu de sucre. Pareil, c'est question d'habitude. Le goût du sucré disparaît en général en 15 jours. C'est-à-dire, si pendant 15 jours, vous faites attention à moins manger sucré, et bien 15 jours après, vous avez au final la même sensation. Cacao amer plus flocons d'avoine pour faire déjeuner les enfants. JC Prince ou Benjamin et Philippe, vous testerez ça sur vos progénitures. Je pense que ça peut... Bon, il faut les forcer pendant 15 jours et après, ils vont réclamer. Il ne faut pas les forcer, il faut y aller doucement et discuter un peu, sinon c'est sûr. Si on les force, il y a le retour de bâton. Ouais. Bon, en tout cas, l'importance de bien déjeuner, c'est vrai que le côté agressif du sucre m'avait échappé. Moi, j'ai des compétences limitées dans ce domaine-là et c'était intéressant de Et même de souligner. juste pour, depuis quelques mois, il y a une étude qui tourne sur Internet où effectivement, si vous prenez des souris qui sont dépendantes de l'héroïne et que vous leur mettez héroïne et sucre, elles vont d'abord boire le sucre et après prendre la drogue. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a un vrai aspect dépendance qui est très très puissant et c'est ce qui fait que c'est si dur aussi
C'est si C'est dur à... nettement moins cher en plus. Exactement. Ce qu'on peut conseiller, pour résumer la chronique de Cédric aujourd'hui, on peut conseiller aux parents qui nous écoutent et qui ont des enfants de préférer l'héroïne au sucre le matin au petit déjeuner. Voilà, ils seront moins accros. Je crois que monsieur le procureur va arriver. Ça, c'était la semaine dernière. Merci Cédric pour ces conseils. On retrouve sur votre site internet mydiet.fr beaucoup d'astuces et d'idées pour prendre soin de sa santé sans trop se casser la tête. L'alimentation, normalement, Exactement. c'est des choses assez simples et des principes qu'on a peut-être oubliés, mais qui vaut le coup d'être remis au goût du jour de temps en temps. Allez, on va passer à notre rubrique musicale, maintenant que JC a réglé ses problèmes de famille. Allez, la rubrique découverte aujourd'hui pour JC Prince, même s'il est loin d'être un petit nouveau sur la scène locale. On va découvrir son nouvel album, Persiste et saigne, c'est le titre de cet album. JC Prince, auteur, compositeur, interprète. Interprète, pianiste. Pianiste, il a été journaliste dans une autre vie. Voilà, au XXe siècle. C'est au XXe siècle, c'est vrai en plus. Sur la scène locale, ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que vous écumez la scène musicale de la région. Oui, ça fait 20 ans. Enfin, avec le projet JC Prince, on va réduire un peu la voilure. Ça fait 2005, 2007, mais ça fait quand même 16 ans. Et voilà, oui, j'ai sorti mon premier album en 2005 et là, c'est le deuxième. Et le deuxième en 2021. Donc attendez, laissez-moi compter. 16 ans. Vous n'êtes pas dans une maison de disques type Universal. Voilà, typiquement. Moi, il n'y a personne qui m'attend. J'ai aucune pression de la production. C'est aussi l'avantage de l'anonymat. Ouais, alors bon, 15 ans pour combien de titres sur cet album ? Là, on se demande si on ne va pas mettre un 13e. 13, donc 13 Après, il y a titres des en 15 ans. superstitieux dans l'équipe, alors du coup, on va peut-être en mettre que 12. Ou alors, il faudrait passer à 14. Ça devient compliqué. Hein. Bon, vous prenez votre temps pour écrire vos chansons, en tout cas. Oui, en fait, l'album, c'est plus une espèce de... C'est une anthologie, on va dire. C'est mon anthologie, voilà. Non, c'est-à-dire c'est des morceaux que j'ai produits ces 10 dernières années avec différentes personnes, à différentes périodes. Et puis, les morceaux, j'ai compris, enfin, après 20 ans de carrière, qu'en fait, il faut faire des albums parce que ça fait office d'archive. Ça fige les choses. Ça fige les choses. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut sortir des trucs. C'est comme des produits. À un moment donné, vous les fabriquez, puis ça devient périmé, c'est plus dans l'esprit. Donc là, je me suis dit, allez, je mets tout. On fait table rase, on met tout là-dessus, autant le mettre sur les réseaux, on verra bien, avec un peu de chance. Je gagnerai 1 centime à la fin du mois, grâce à Spotify. Mais non, voilà, c'était de faire table rase de ça et puis de passer à autre chose. Bon, ça parle de quoi, cet album ? Peut-être compliqué de le résumer quand vous avez une douzaine d'années de... Non, mais ce qui est bien, j'ai fait l'exercice il n'y a pas longtemps, mais du coup, ça part de l'adolescent de 30-40 ans qui découvre la vie, les amours, etc., les joies et tristesses sentimentales. Et puis, de l'adulte qui devient, on peut dire que voilà. Alors, j'ai pas fait d'ordre spécial dans l'album, mais en tout cas, on trouve, il n'y a rien de figé. C'est vraiment mon passage sur ces 10 dernières années, ce qui s'est passé entre 2010 et aujourd'hui. On va écouter un petit extrait d'un des morceaux. Je ne sais pas en quelle année il a été composé. Celui-là, c'est une autre. C'est lequel ? Une autre Sibérie. Ah, c'est l'un des plus anciens, celui-là. Et ben voilà, on va voir ce que ça donnait. Donc, la musique de JC Prince, il y a, on va dire, une dizaine d'années. La nuit, parfois je rêve que c'est l'âme qui me crève. Sans les glaçons que tu me lances, tes yeux fixent le sang que tu as fait couler, en fermant la porte de tes secrets. Si tes sourires n'étaient que des épines sur une rose, si cette bise n'était que le vent froid où je repose, les heures perdues à essayer de comprendre tes mots et tes mensonges. Un petit extrait donc, de cet album.
parliez de Spotify, des plateformes qui accueillent ce type de musique. Aujourd'hui, on ne sort plus forcément un album en physique. Non, ouais, effectivement. Et les réseaux sociaux, comment vous les abordez, vous qui avez connu avant? Ah comme quelqu'un de 50 ans, c'est-à-dire que je suis à la traîne. Non, mais c'est intéressant, mais c'est compliqué d'avoir cette espèce de pensée continuelle qu'il faut braquer la caméra sur soi, faire des selfies, photographier le travail dans l'instant, etc. C'est super intéressant, mais moi, mentalement, c'est beaucoup trop exigeant. Enfin, c'est pour ça que généralement, on embauche des gens qui font ce métier-là quand on a des moyens. Moi, je le fais artisanalement, comme j'ai toujours fait d'ailleurs. Votre plume sur cet album, c'est vous qui avez écrit tous les textes? Alors, la plupart, sauf Le fantôme de l'été, qui est effectivement un morceau qui a été écrit par Radu Bata, qui est un poète et écrivain de Grenoble, mais d'origine qui est frontière franco-roumaine, en fait, et qui nous a proposé, avec Pierre Donoré, que vous avez déjà reçu ici, avec Pierre Donoré, de réaliser une espèce d'EP à trois chœurs ou à trois têtes. Et voilà, dans lequel il nous fournissait les textes et nous les arrangions avec nos univers musicaux. Qui a donné donc l'album, le 7 titres, Les Enfants des Nuages, qu'on a produit. Alors c'est vraiment du produit à la maison, mais pour le coup qui lui a une existence physique, parce qu'il y a des très très belles illustrations de Rodana. J'ai mangé son nom, mais voilà, d'une peintre graphiste qui est super. Voilà, si vous achetez l'album, vous le saurez. Voilà, j'ai mangé son nom. Mais et voilà, cet album-là est sorti physiquement et est disponible à la demande. Bon, ça tombe bien, puisque l'extrait qu'on a juste à écouter, c'est Le fantôme de l'été, donc, qui figure, je crois, sur cet album dont vous parlez, et sur l'album qui va sortir, tout à fait. Sortir. Avec deux arrangements différents. Eh bien, on écoute celui-là. Je ne sais pas quel est l'arrangement. Le fantôme de l'été me murmure dans l'oreille des mots de sable et des monts et merveilles. Le fantôme de l'été court les rues, les seins nus, il oublie de pointer sur les plages charnues. Le fantôme de l'été ne compte plus les amours. Il s'en est affranchi, mais sont comptés ses beaux jours. Le fantôme de l'été a pris un coup dans l'aile. Il est mal luné et ne me parle plus d'elle. Il me pousse à frapper à la même sport. Timo, 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 eh oh. Timo, 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 eh oh. Bon, effectivement, quand on compare les deux titres, on ne les imagine pas sur le même album, mais si. Oui, tout à fait. Là, c'était le texte est beaucoup plus léger. Et la musique aussi. La musique aussi. Oui, c'était pas l'idée du tube de l'été, mais c'était en tout cas. Non, mais ça y ressemble. Voilà, c'était quelque chose d'avoir quelque chose effectivement d'un peu plus aérien. Ouais. Bon, c'est pas le seul projet musical que vous menez. JC, il y a un projet de jazz, The French Bastard. Je ne sais pas si je le Tout à fait, The French Bastard. Oui, mais moi aussi je le prononce. C'est pas grave. Pas facile à dire. Que vous développez également avec des musiciens grenoblois depuis quelques années. Voilà. C'est les mêmes artistes avec lesquels vous travaillez sur ces différents projets? Alors non, là, il y a le bassiste, alors qui n'est pas... C'est plus Guillaume là qu'on voit à la contrebasse. Aujourd'hui, c'est Laurent qui se trouve avec nous sur le projet de chanson aussi, qu'on a vu tout à l'heure à la basse et au clavier. Donc Laurent nous a rejoint à la basse et par contre, c'est Augustin qui est à la batterie sur les French Bastards. Voilà. Les French Bastards qui eux aussi préparent un album. Alors on prépare un album, effectivement, on est accompagné par le Comptoir des Arts et on a même donc trouvé un label. Et l'album sortira le 15 avril 2022, mais on lance un financement participatif à partir du 14 octobre. Donc on aura besoin de mobilisation de tous nos fans et de tous nos non encore fans. Voilà, ceux qui veulent aider aussi la musique locale, French Bastard, qui tourne, qu'on retrouvera, je crois, le 15 avril 2022, notamment à l'Iliade. Voilà, à l'Iliade, après une résidence pour préparer les concerts. Bon, puisque Benjamin et Philippe ont eu le droit à leur petite séquence tout à l'heure un peu rétro, j'ai une photo à vous montrer. Est-ce que vous reconnaissez cette journaliste, messieurs? Alors, il faut regarder France 5 tous les jours. Moi, je n'ai pas le droit de répondre du coup. Hein. C'est politique, ça. Voilà, c'est Caroline Roux qui est la présentatrice de l'émission C'est dans l'air, qui est une journaliste politique très, très en vue depuis quelques années sur les grandes chaînes nationales. Elle a un point commun avec JC. Qu'est-ce que ça peut bien être? On parle de quoi depuis quelques minutes avec lui?
Musique. Eh bien oui, elle a un point commun avec JC, la musique, puisque Caroline était chanteuse dans un de tes groupes il y a... Un premier groupe de funk, toujours au XXe siècle, oui. Tout à fait. Et c'était la chanteuse. Enfin, je ne veux pas révéler son âge non plus, hein, parce que ça serait franchement page gentleman, mais... Je pense qu'elle a une page Wikipédia. Non, elle était beaucoup plus jeune que nous. Et voilà, effectivement, on a eu la chance de collaborer ensemble. C'est une très, très jolie voix. Bon, bah voilà, maintenant c'est la voix de la politique sur France Télévisions, notamment comme quoi les carrières, les destins peuvent évoluer. Merci à tous les quatre. On termine avec notre dernière petite rubrique. Allez, on a presque fini pour Milo, le fils de JC, qui s'impatiente un petit peu en coulisses. On va faire un petit tour de table avec nos invités pour quelques bons plans. Et on démarre avec vous, Benjamin et Philippe. Il y avait une histoire de musée. Vous aviez envie de nous parler d'un petit musée. On va revenir un peu sur la tradition. Ouais, la tradition du gant à Grenoble. Et ben voilà, pour ceux qui ne connaissent pas complètement l'histoire du gant à Grenoble et pourquoi Grenoble a été capitale mondiale de la ganterie de luxe, il y a un musée qui s'appelle le musée de la ganterie, où on va apprendre pas mal de choses sur Xavier Jouvin, sur l'industrialisation, ce qui a fait que le gant est devenu le produit de notre belle ville de Grenoble. Donc hyper intéressant, et j'encourage tout le monde à aller faire un petit tour là-bas, à nous prolonger un peu dans le passé, ça fait du bien. C'est rue Saint-Laurent, à côté, rue Saint-Laurent. Côté du... En plus, c'est sympa comme quartier, donc c'est pas mal. Rive droite. Il y a d'ailleurs un projet d'expo au musée dauphinois juste au-dessus pour 2022. Qui devrait avoir lieu en 2022. On est un peu dans la boucle pour essayer d'amener notre petite pierre à l'édifice. Bon, on suivra ça aussi. Philippe, autre bon plan? Ouais, Grenoble, capitale de la ganterie, capitale du street art. Donc en ce moment, là, entre septembre et novembre, il y a une expo sur Shepard Fairey, donc c'est le créateur d'Obey. On peut voir ses œuvres un peu sur quelques façades de la ville. Donc l'expo, elle se passe à la Space Junk Gallery. Et puis bon, voilà, c'est un petit clin d'œil à Jérôme Katz pour le boulot qu'il fait depuis plusieurs années et pour rendre le street art plus accessible à tous. Ouais, Shepard Fairey, qui avait déjà exposé, là, ce sont des images de l'ancien musée de peinture il y a 2 ans. Il était l'invité du Grenoble Street Art Fest organisé par Jérôme Katz. Et c'est vrai que c'est une galerie où il y a de toute façon toujours des choses sympas à voir tout au long de l'année. C'est rue Génicieux, dans le quartier championné. Et l'expo est à voir actuellement. Cédric, pour rester dans l'ambiance du petit déjeuner... Moi, c'est la Brûlure des Alpes. C'est vrai que c'est un des torréfacteurs de Grenoble. Et je suis venu vraiment à découvrir le café. C'est vraiment, on parle beaucoup de vin en France, évidemment, mais il faut aussi apprendre. Le café, évidemment, ne pousse pas en France. Mais apprendre à découvrir le café, c'est absolument génial. On voit des vrais grains, là, où c'est pas caché par de la capsule dure ou molle, on va dire. Et c'est vraiment super. Les associations de goût qu'on peut avoir, dégustation, c'est vraiment comme du vin. Et voilà, je dirais même après, avec l'huile d'olive. Voilà. On peut faire vraiment des vraies dégustations de vin, d'huile d'olive et de café. Et c'est absolument génial. Et en plus, Patricia, qui s'occupe de la brûlerie, elle connaît très très bien son travail. Elle vous fera déguster plein de choses et c'est vraiment génial. C'est dans le quartier du cours Jean Jaurès. C'est ça, tout à fait. Ouais. La brûlerie des Alpes. Et puis, contrairement au vin, une dégustation de café, on n'est pas obligé de recracher. Non, effectivement. Bon, justement, puisqu'on parle de vin, j'y sais un petit bonne adresse sur Grenoble. Ah oui, une bonne adresse. Oui, c'est celle d'Éric Esnault, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de Grenoblois qui la connaissent parce qu'il est un peu dans une rue fameuse qui est la rue de Strasbourg. C'est le vin des Alpes. Voilà, Eric, que j'ai rencontré tout à fait amicalement au départ, et donc après j'ai découvert le métier, et voilà, qui est quelqu'un à rencontrer au-delà des vins qu'il présente et de l'amour qu'il porte à son métier. Voilà, c'est en plus quelqu'un qui a une histoire personnelle, et quand il la laisse transparaître dans la vente du vin, ça transcende tout. Donc je le conseille, et je conseille aussi de suivre ses conseils. Bon, il donne de bons conseils a priori. La barbe, j'ai l'impression qu'il y a un point commun quand même entre vous deux. Il a beaucoup plus travaillé que moi. Il bon. est en représentation permanente, du coup, moi parfois j'ai des lâchers prises. Il n'est peut-être pas encore bien taillé, mais pour les concerts de 2022, vous rattraperez le coup. Dernier petit clin d'œil à un copain musicien qui a monté... Xavier, qui a monté son atelier de réparation de vélo qui s'appelle La Roue Libre. Ça lui va très bien aussi. Voilà, et qui, de son mètre presque 90, vous accueille avec le sourire, absolument passionné par ce qu'il fait. Et là, je sais pas, je crois que ça fait 6 mois qu'il a attaqué, il est déjà débordé. Moi, il m'a rendu, je lui ai laissé, j'ai un vieux Peugeot Orange, un NS 600 pour les connaisseurs, qu'il a réparé, qu'il a remis en route avec les vrais pneus. Je suis super content.
Donc voilà, allez chez lui et puis faites-lui parler musique, peut-être que vous aurez des surprises. Il jouait dans quel groupe, Xavier Il jouait quand même dans Virago. Ah oui, gros groupe de rock grenoblois bien connu. Il a aussi été dans Eiffel. Bon, bah voilà. Pour la petite histoire. Oui, mais c'est une belle histoire. Donc c'est dans le quartier des Eaux Claires, la roue libre, si vous avez un vieux vélo, comme je disais, à faire réparer. Merci en tout cas à tous les quatre. Petit clin d'œil encore à nos parapluies brocantes. Voilà, il va pleuvoir sur le plateau. Et puis on se retrouve, nous, demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.